Je te passe la parole. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous et merci d'être présents ce soir. Je salue la présence des conseillères et des conseillers de quartier et des intervenants qui ont eu la gentillesse de venir ce soir nous rencontrer. Nous arrêterons à 21h précis parce qu'il paraît qu'il y a un match de rugby. Non, je rigole, de toute façon c'est prévu 21h. C'est pour vous embêter, monsieur Proust. Je vais passer la parole à la présidente du conseil de quartier, madame Karine Baum. Bon, d'abord, moi aussi, je vous remercie d'être là, dans une période qui est difficile encore pour tout le monde. Je peux relever ? Oui. Donc, je vous remercie d'être là pour une période qui est difficile pour tout le monde. Je peux juste... notre maire n'est pas là, mais il s'est beaucoup activé pour recevoir tous les dons à la mairie. Et tout le monde peut encore en apporter, puisqu'il y a des camions qui partent avec des secours médicaux et autres pour l'Ukraine. Voilà. Autrement, nous avons un plan pour ce soir. D'une part, nous avons des personnes qui sont là, qui nous font l'honneur d'être là pour le projet du 7-9 rue des Fermes-Moranes. Je ne sais pas si vous voyez où c'est la rue des Fermes-Moranes. C'est une petite rue qui arrive dans la rue de la Croix-Hiver et qu'on peut atteindre plus facilement par une petite rue de Félix-Faure. Donc il y a ici quelque chose qui sera fait. Et dans la foulée, il y a aussi une autre association qui s'appelle l'Arche et qui prendra la parole. Voilà, merci beaucoup et on aura 2-3 autres choses derrière. Je donne donc la parole à monsieur Arnaud Bretez. Merci d'être là. Et donc vous avez la parole. Est-ce que vous avez le droit d'enlever pendant que vous parlez? Sans quoi c'est trop difficile. La présentation, du coup, Non, j'ai pas eu. Bonsoir, parfait, tout le monde m'entend. Alors du coup, rapidement, on va se présenter d'abord. Donc nous sommes la société Séquence. Donc Séquence, c'est un bailleur social. On est du groupe Action Logement. On est un bailleur essentiellement qui travaille en Île-de-France. On a plus de 100 000 logements en patrimoine en Île-de-France. On fait à peu près 4 000 logements par an en Île-de-France, encore une fois. Et on travaille aussi bien sur du logement familial classique que sur des logements, on va dire, à thématique. Typiquement, là, c'est le cas sur ce projet, en partie. Il y a quelques logements qui sont ce qu'on appelle, nous, des logements inclusifs, qui vont être des logements pour des personnes, là, en l'occurrence, qui ont un handicap psychique. Voilà. Mental, pardon, excuse-moi. Donc, ce projet, c'est un projet qui se situe 7-9 rue des Frères Moranes. Alors, on l'a appelé Création. C'est un bâtiment qui existe. C'est un bâtiment dans lequel il y avait la société Trapil, qui était une société pétrolière, qui donc nous a cédé cet ensemble immobilier qui, en fait, vous le verrez sur le visuel sur rue, a été conçu initialement avec une façade de logement. Donc, visuellement parlant, entre le avant et le après, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de différence, puisque la façade de l'immeuble restera identique. En revanche, l'occupation qui était des bureaux va devenir du logement. On va créer donc 29 logements familiaux, il y a 17 logements sociaux, 3 ce qu'on appelle unités de vie qui accueillent des personnes en situation de handicap mental et leurs aidants. Mais ça, Anne de Laval de l'Arche à Paris, qui est l'association qui travaille avec nous, pourra vous en parler un peu plus en détail. Et il y a également 9 logements intermédiaires qui sont en grande partie pour les salariés de l'association qui épaulent au quotidien ces personnes en situation de handicap mental. On a des typologies qui vont du T1 au T4 et nous avons également à rez-de-chaussée du bâtiment sur rue, essentiellement et également sur l'arrière, il y a un petit rez-de-chaussée, des locaux à destination bureaux qui vont être en grande partie occupés pour les salariés de l'association de l'Arche
Et il y a une petite partie sur les 260 mètres carrés, à peu près 60-70 mètres carrés, pour l'instant où on n'a pas encore de preneur, mais ce sera vraisemblablement pour une profession libérale de type architecte ou autre. Voilà. Parce que c'est le local qui est disponible est sur l'arrière, dans la cour, donc c'est nécessairement pas une activité qui a besoin d'une vitrine ou qui va accueillir énormément de monde. C'est plutôt une profession libérale qui sera là. Voilà, bon, séquence rapidement, mais je vous ai donné les grands chiffres. Voilà, en tant que bailleur social, on a des valeurs clés que sont l'ouverture, la solidarité, la créativité, l'ambition et l'optimisme. Séquence, c'est un acteur très dynamique en Ile-de-France. Comme je vous disais, on fait 4000 logements par an. Ces 4000 logements, on les fait aussi bien sur du logement familial que du logement, ce qu'on appelle, nous, accompagné. On peut aller... Merci Marie-Alexandra. On a des directions déléguées sur l'ensemble du territoire. À Paris, nous avons... Tac, je cherche le chiffre pour ne pas vous dire de bêtises. Ah oui, ça réunit les trois. À Paris, on a à peu près 7000 logements. Bien évidemment, nous ne sommes pas un bailleur ville. Hein. Donc, voilà, on est présent de manière modeste sur le territoire parisien, contrairement à des Paris Habitat ou des RIVP qui ont nettement plus de logements sur le territoire de Paris. Je vous ai dit, on a 100 000 logements en patrimoine, 90 000 logements familiaux classiques et 10 000 logements, ce qu'on appelle nous, spécifiques. On est présent dans plus de 300 communes en Ile-de-France. Voilà, on est très implanté. Je vais laisser la parole à l'association L'Arche à Paris, qui est donc le partenaire qui a une bonne partie des logements qui vont être donc sur cette opération, pour que Anne puisse vous expliquer le fonctionnement de ces unités de vie et l'implantation qu'a déjà l'Arche à Paris dans le 15e arrondissement. Bonsoir. Donc, l'Arche à Paris, c'est une association qui est membre d'une fédération. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà l'Arche. L'Arche est une fédération internationale de 156 communautés ou associations qui sont implantées dans 40 pays sur les 5 continents. Et l'Arche internationale, donc il y a l'Arche internationale et l'Arche en France, notre fédération en France, qui comprend 36 associations. Donc l'Arche, qu'est-ce que c'est ? En France, c'est un établissement médico-social avec une spécificité qui est la vie partagée. Ce sont des lieux de vie, de travail, d'accueil. Et dans les foyers, notre spécificité, c'est que des personnes qui n'ont pas de handicap vivent et partagent le quotidien de personnes qui sont en situation de handicap mental. Donc, l'Arche, c'est 2000 personnes en situation de handicap accueillies, hébergées dans nos associations. C'est 1000 salariés et puis 300 volontaires en service civique. Depuis des années, l'Arche accueille dans ses foyers également vous avez peut-être entendu parler des jeunes en service civique, des volontaires de service civique. C'est un dispositif qui s'est beaucoup développé dans les années 2000 et 2010 en particulier. Et ce sont des jeunes qui effectuent une mission d'intérêt général dans le contexte d'un terrain professionnel. Et ça constitue pour eux un lieu d'expérience et d'apprentissage multiple qui souvent les aide à se développer en tant qu'être humain, en tant que citoyen ou comme futur professionnel. Donc l'Arche à Paris, peut-être que notre nom est familier pour certains, puisqu'on est implanté dans le 15e depuis presque 50 ans. Alors principalement dans le 15e, autour de conventions, du côté de la rue Olivier de Serres, et ici, rue de l'Abbé-Groux et rue Fenou. Nous accueillons en tout 86 personnes. Enfin, nous accompagnons 86 personnes en situation de handicap
Les personnes en situation de handicap, ce sont des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ce sont les personnes avec une trisomie 21, par exemple, des personnes qui ont une déficience liée à une maladie génétique. Voilà. Et ce sont les personnes que nous accueillons sont des adultes. Certains travaillent en ESAT, travaillent en milieu ordinaire, c'est-à-dire peuvent travailler à la poste ou dans un collège. Et d'autres ne travaillent pas et vont la journée dans notre centre d'activité de jour, qui est rue de l'Abbé Groux, qu'on appelle l'atelier. Si vous passez devant, vous pouvez voir, c'est inscrit l'atelier. Voilà. Et on a un foyer d'accueil médicalisé dans le cadre du nouveau village Saint-Michel pour des personnes qui vieillissent et qui ont besoin de soins médicaux dans leur quotidien. En tout cas, tous nos foyers, ce sont des petits lieux de vie où vivent donc entre 6 et 15 personnes en situation de handicap, avec les accompagnateurs, les personnes qui donc partagent leur quotidien, qui sont les volontaires de service civique, des habitants solidaires et également des éducateurs, des professionnels qui effectuent l'accompagnement éducatif au quotidien. Donc l'Arche à Paris, il y a 50 salariés, 18 volontaires de service civique chaque année et 7 habitants solidaires. Donc là, on aperçoit nos foyers, ce sont des appartements en général avec une dizaine de chambres pour un foyer de 6 personnes. Donc, comme chez vous, un appartement avec un salon, une grande cuisine, parce que préparer le repas, participer aux tâches du quotidien, c'est très important. Chacun a son rôle. Et voilà, le but de nos foyers, c'est que ce soit un foyer comme les vôtres, où chacun a sa place et contribue à la vie quotidienne et dans son travail et dans ses diverses activités sociales, amicales, artistiques, etc. C'est possible de mettre un peu plus net l'image, si c'est possible sur l'appareil. C'est parfait, merci. Voilà, pour la présentation d'Arche à Paris. Donc, je vais prendre la main sur la partie projet donc Marie-Alexandra Vatin, chef de projet à l'agence Kobe, une agence d'architecture qui fait beaucoup de logements, qui a un pôle exécution, un pôle urbanisme, un pôle paysage. Et donc sur ce projet, on a travaillé architectes et paysagistes ensemble. Donc la transformation, donc je ne vais peut-être pas revenir sur le nombre de logements et les bureaux, puisque du coup M. Brettez en a déjà parlé. Donc voilà, pour vous situer, le 7-9 rue des Frères Morane, on est au centre du 15e finalement. Et pour vous situer par rapport à là où nous sommes, donc nous sommes en haut à gauche au collège de Bussy. Si vous continuez donc sur la rue du Commerce et que vous passez par l'église Saint-Jean-Baptiste, en continuant tout droit, vous tomberez sur le 7-9 rue des Frères Morane. Et on vous a indiqué aussi la mairie du 15e par rapport au site. Donc là, vous avez le plan masse du projet. Donc, en fait, c'est le plan vu du dessus. Le bâtiment qui est sur rue, donc le bâtiment principal, c'est un bâtiment de 9 étages. Donc, il est actuellement de 9 étages et il restera à 9 étages. Et le bâtiment qui est sur cour, qui est en rez-de-chaussée et qui restera en rez-de-chaussée. Ce qu'on va voir par la suite, c'est que la cour actuelle entre les deux bâtiments, c'est une cour minérale. Et nous, on va venir apporter du paysage dans cette cour. Donc pour vous resituer un petit peu le programme au niveau du nombre d'étages du projet, donc en rez-de-chaussée, il y a les bureaux donc, qui sont loués pour partie à l'Arche à Paris. Du 1er au 3e étage, il y a les 3 logements T10 qui sont loués à l'association L'Arche. Du 4e au 5e étage, c'est des logements pour l'association et pour Séquence.
Et du 6e au 9e étage, c'est des logements pour, du coup, sociaux pour Séquence. Là, sur cette image, donc, vous pouvez voir le bâtiment en bas à gauche, donc c'est le bâtiment existant. Et sur la photo de droite, c'est le bâtiment suite à la réhabilitation. Donc on voit que la façade va être... on va voir sur la page d'après. En fait, ce qu'on va faire sur la façade, c'est un ravalement de la pierre existante. On va conserver les garde-corps qui sont d'origine et on va les peindre d'une teinte tilleul. Et on vient ajouter à l'arrière de ces garde-corps une maille en inox, on verra sur un petit détail après, pour permettre de garantir les exigences de sécurité actuelles. Les menuiseries du bâtiment sont actuellement en aluminium gris et nous, on va juste les changer et mettre une teinte blanche. Donc, en haut à gauche, vous avez un détail du garde-corps existant. Et donc, la maille inox qui est représentée à droite, comme on peut le voir, c'est une maille qui est très transparente et on arrive quand même à voir ce qu'il y a de l'autre côté de la maille. Donc, le but, c'est vraiment de mettre en avant le garde-corps existant et de ne pas le masquer, parce qu'il a quand même un dessin particulier et qui nous tient à cœur de conserver. Donc, la pierre existante sera ravalée et juste un exemple de menuiserie aluminium blanche. Sur la page suivante, donc c'est le bâtiment sur cour. Donc vous pouvez voir dans l'image en bas à gauche la cour actuelle entre les deux bâtiments et sur l'image de droite, du coup, le traitement paysager qu'on vient apporter. Ce traitement paysager, il est accompagné d'une rampe parce que comme vous pouvez le voir sur l'image en bas à gauche, pour l'instant, pour accéder au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a des marches. Nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes à mobilité réduite, les gens avec des poussettes puissent accéder facilement donc, au rez-de-chaussée du bâtiment, dans un parcours planté. Donc, cette façade sur cour, elle aura un traitement en enduit teinte tilleul au niveau de la cage d'escalier. Un enduit de ton-pierre, c'est déjà la couleur actuelle du bâtiment, hein, on vient juste la ravaler. Et un garde-corps existant qui sera conservé et peint aussi de teinte tilleul comme sur la façade sur rue. Et les menuiseries extérieures en aluminium, teinte blanche comme sur la façade principale. Donc ça, c'est juste des extraits, des échantillons de teintes, donc enduit ton-pierre et tilleul. Alors ça apparaît pas forcément de la même couleur sur les deux écrans, mais et les menuiseries du coup en aluminium blanc. Donc la cour, donc c'est ce que je vous expliquais auparavant, le traitement qui va être fait, voilà, il y a un jeu de rampes qui est créé à l'arrière du bâtiment pour revenir à niveau. Ces rampes sont des rampes à 4%, donc ça veut dire que c'est des rampes sans main courante, c'est-à-dire qu'elles sont en pente douce tout au long du cheminement. Et un extrait du coup de l'ambiance végétale qui est souhaitée par les paysagistes de l'agence à l'intérieur du projet. Verdoyant. Il y a aussi un gros travail qui est effectué sur le projet sur l'économie circulaire, donc le réemploi des matières, des ressources qu'il y a sur le site. Donc par exemple, à rez-de-chaussée du bâtiment, il y a des grilles sur les fenêtres actuelles. On viendra déposer ces grilles et on viendra s'en servir soit pour fixer les vélos dans le local vélo qui est à l'arrière sur cour, et soit s'en servir pour également faire le barodage du local vélo. Également, sur le site, il y a des portes de garage qui seront réutilisées pour, par exemple, créer un banc dans le jardin. Donc il y a un gros travail sur l'économie circulaire. Il y a d'autres exemples. On va réutiliser des lavabos. Voilà, c'est mon esthétique à montrer, donc je vous ai montré cela. Mais en tout cas, voilà, il y a un gros travail qui est fait sur ce point-là, sur le projet. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vous êtes présenté? Moi, ce n'est pas une question, mais j'apprécie que vous ayez la possibilité de réutiliser les produits qui sont déjà là, parce qu'il y a des endroits où c'est absolument rasé, où ce n'est pas nécessaire. Et ça, personnellement, j'apprécie vraiment que ce soit réutilisé comme ça.
Personne n'a une question? Les conseillers de quartier, conseillères? Non? Prenez le micro alors, Solène, si vous voulez bien. Là, si vous voulez, Eric, si tu peux lui passer, voilà. C'est bon, il y en a un qui arrive. Bonjour, Solène Brugère, avocate, et je vais parler aussi du handicap tout à l'heure. Ça m'amuse beaucoup parce que j'ai rédigé la charte éthique d'Énéal, qui est une filiale d'Action Logement, autour des valeurs de respect, d'ouverture, d'innovation, d'utilité sociale et coopération. Donc je connais bien les initiatives. Et je me demandais par rapport, et j'ai aussi travaillé pour des résidences seniors, justement, qui étaient en modèle PLUS. Et je me demandais comment vous attribuiez les choix des logements, ceux qui vont être dans les derniers étages. Alors, pour la partie qui concerne l'Arche à Paris, en fait, c'est sur des financements, ce qu'on appelle des logements intermédiaires. Donc ça ne passe pas en commission d'attribution de logement comme le logement social. C'est directement l'Arche qui, sur des dossiers qu'ils vont recevoir des personnes en situation de handicap mental, vont retenir les personnes qu'ils vont loger dans ces logements. Et puis pour les logements qui sont à destination de leurs salariés, bon bah là c'est fléché pour leurs salariés. Pour les logements sociaux qui sont dans les étages supérieurs, c'est classique, ça passe en commission d'attribution de logement. Voilà, c'est ce qu'on appelle la CAL EOL. C'est un process hyper encadré dans le logement social. Il y a un contingent pour la ville, un contingent pour l'État, un contingent pour Action Logement. Et puis bah, chacun a ses pourcentages. Chacun présente des dossiers de candidats éligibles à ces logements-là selon leur situation familiale, leurs ressources et le respect des plafonds de ressources selon le type de financement des différents logements. Puis bah, après, il y a une attribution qui se fait de manière la plus objective possible. Voilà. Bonjour, Laurent Direc. J'aimerais savoir si pour les personnes en situation de handicap, oui, parce que handicap, c'est vrai que c'est pas du tout la maladie. Enfin, est-ce qu'ils ont une sorte d'obligation de soins? Est-ce qu'il y a des éléments d'hôpitaux, d'hospitalisation qui sont prévus et pas éloignés justement de l'endroit? Comment ça se passe, le lien avec tout ce qui est médical, hein, ou les aides médicales pour ces personnes en lien avec leur logement? Est-ce qu'elles ont loin à aller? Est-ce qu'elles ont des visites? Est-ce que, voilà, c'est ma question. Alors, vous parlez de ce bâtiment en particulier? Alors, dans le cadre de ce bâtiment, vont vivre dans rue des Frères Morane 18 personnes en tout, dans 3 foyers, 6 personnes à chaque étage. Et ce sont des personnes adultes qui travaillent, qui n'ont pas de problèmes médicaux particuliers, hormis, comme dans tout échantillon de la population française, elles ont une déficience intellectuelle, mais elles n'ont pas de besoin de soins particuliers, contrairement au foyer d'accueil médicalisé dont je parlais tout à l'heure, qui est un autre foyer, qui est rue Olivier de Serres. Voilà, donc il n'y a pas de besoin spécifique. Bien. Pas d'autres questions? Je vous remercie pour vos interventions. Merci d'être venu nous rencontrer ce soir. À très bientôt, j'espère. Si certains sont intéressés d'en savoir plus sur l'Arche à Paris, j'ai apporté notre newsletter qui permet de... Voilà. Ah bah très bien, on va peut-être les mettre à la sortie, comme ça les gens pourront les prendre en sortant. Merci. Bien, je donne la parole à Monsieur Mathieu Luineau pour vous parler du PLU et du BP.
Bien, bonsoir à tous. Quelques mots donc, sur le plan local d'urbanisme, la révision du plan local d'urbanisme. J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter cette révision du dispositif dans des précédents conseils de quartier, mais comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans la ville de Paris en plein dans le processus de révision du PLU, donc le plan local d'urbanisme, qui est une procédure qui va nous amener ensemble jusqu'à le milieu de l'année 2023, avec un dispositif ambitieux qui vise à transformer ce plan local d'urbanisme pour en faire un PLU donc bioclimatique qui réponde aux enjeux de l'époque, avec à chaque fois, à chaque étape de cette révision, un volet participatif qui vise à recueillir l'avis des habitants. On avait déjà eu l'occasion de le faire lors de la première phase qui visait à établir un diagnostic du PLU. Vous aviez été nombreux dans l'arrondissement à vous exprimer. Et aujourd'hui, nous sommes donc en plein milieu de ce qu'on appelle donc la phase 2 du PLU, qui concerne le plan d'aménagement et de développement durable. Donc le plan d'aménagement et de développement durable, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quelque part la traduction de la politique de la ville de Paris en matière d'urbanisme. Donc ce sont les grandes orientations qui vont dicter tout ce qui découlera en fait du PADD dans la rédaction concrète du règlement du plan local d'urbanisme à la fin de la procédure. Donc les grandes orientations qui sont débattues à ce stade du PADD, elles sont là vraiment pour encadrer ce qui pourra figurer dans le PLU à la fin de la procédure et qui, je le rappelle, c'est le PLU qui va accompagner la ville de Paris pour les 10-15 prochaines années à partir de 2023. Donc il y a 9 orientations qui ont été retenues dans le PADD suite à sa discussion en Conseil de Paris par les élus, et c'est vraiment un document, comme je le disais, stratégique. C'est pour ça qu'on vous encourage à prendre part à cette concertation assez large, dont je vais détailler avec vous un certain nombre de dispositifs mis en place. J'avais déjà eu l'occasion, lors du précédent conseil de quartier au mois de novembre, de vous présenter une première possibilité de participation qui consistait finalement à nous faire remonter à la mairie du 15e arrondissement des propositions de sites que vous souhaitez voir protégés au titre de leur qualité esthétique, historique. Donc il y avait la possibilité de nous faire remonter des sites à faire inscrire en protection patrimoniale ville de Paris, mais aussi des espaces verts qui ne seraient pas encore protégés, que vous auriez aimé voir protégés. Et pour tout vous dire, on a reçu de nombreuses contributions très qualitatives, parfois très exhaustives, et pour ça, on tenait avec ma collègue Claire de Clermont-Tonnerre à vous remercier grandement, parce que ça a été très précieux pour nous. Ça nous a permis d'étoffer, d'alimenter la copie que la mairie du 15e a rendue à la ville, et ça nous a permis de rajouter des sites qu'on n'avait peut-être pas forcément identifiés comme faisant l'objet d'un souhait de protection de la part des habitants. Donc tout ça a été intégré et transmis à la ville, et ça consistait finalement en une pré-consultation pour cette phase consultative du PADD. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est que jusqu'au 1er avril 2022, enfin jusqu'au 1er avril, vous avez la possibilité de vous exprimer sur les 9 orientations du PADD qui ont été retenues. On va revenir sur ces 9 orientations dans quelques instants. Vous pouvez le faire sur le site mis en place pour tous les processus consultatifs par la ville de Paris. C'est le site id.paris.fr que vous voyez s'afficher ici à l'écran. Et puis on mettra en ligne cette présentation, donc vous pourrez cliquer sur le lien directement si vous vous rendez sur le site de la mairie du 15e. Cette plateforme id.paris.fr, elle vous permet en fait déjà de classer les 9 orientations par ordre de priorité, donc en fonction de ce qui, selon vous, doit vraiment être la priorité majeure de ce plan d'aménagement et de développement durable. Et elle vous permet aussi, évidemment, de vous exprimer à chaque fois, de dire, voilà, sur tel objectif, moi je considère que les priorités du plan local d'urbanisme devraient être tel ou tel point. L'autre possibilité que vous avez, c'est qu'avec la mairie du 15e, nous avons élaboré un petit questionnaire qu'on a dû vous remettre à l'entrée de cette salle, ou que vous pourrez récupérer
à la sortie, qui est un questionnaire qui finalement synthétise ce qu'il est possible de faire sur le site id.paris.fr à destination notamment de ceux qui n'ont pas forcément le temps de remplir l'intégralité du questionnaire en ligne ou qui sont peut-être un peu moins familiers des outils numériques. Vous avez la possibilité de remplir ce questionnaire papier où vous retrouvez là aussi les 9 orientations du PADD. Encore une fois, avec l'objectif de nous faire part de vos observations sur les 9 orientations mentionnées. Vous pouvez soit nous le rendre à la fin de la séance, soit venir le déposer en mairie du 15e arrondissement dans les semaines qui viennent, ou alors, par exemple, le scanner, nous l'envoyer à l'adresse mail qui s'affiche, qui était inscrite sur le formulaire et qui s'affiche aussi sur la diapositive. Donc c'est l'adresse mairie15@paris.fr. Si on regarde un peu plus en détail donc les 9 orientations qui sont proposées dans le cadre de ce plan d'aménagement et de développement durable, vous voyez s'afficher à l'écran. Donc ce sont beaucoup d'orientations qui finalement sont là pour traduire votre relation à votre environnement urbain. Donc vous avez la possibilité par exemple de vous exprimer sur ce que vous souhaitez voir comme végétalisation, comme développement de trames vertes dans l'arrondissement et à Paris en général. Vous pouvez vous exprimer non seulement sur le 15e, mais sur Paris plus généralement. Comment est-ce qu'on contribue, par exemple, à la réduction de l'empreinte carbone? Donc, quelles sont vos envies en matière de développement des mobilités à Paris? Quel est votre avis sur la politique de développement de l'isolation du bâti? Comment est-ce qu'on aussi traduit l'orientation politique de la ville dans le développement du logement? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se concentrer davantage sur du logement qualitatif, faire davantage de mixité? Quelle est la place qui est donnée aux classes moyennes dans le développement du plan local d'urbanisme? Mais aussi des éléments qui sont davantage liés à l'attractivité de la ville de Paris. Donc, comment est-ce qu'on fait, par exemple, de Paris une ville de rang mondial sur le plan de l'attractivité économique, avec, par exemple, les différents outils de développement métropolitain? Quel est le lien avec les métropoles avoisinantes du Grand Paris? Comment est-ce qu'on peut insérer des démarches d'agriculture urbaine, d'économie circulaire, ou encore insérer la ville de Paris dans une démarche de ville connectée? Donc tout ça, ce sont des angles sur lesquels vous êtes invités à poser vos observations, vos besoins, vos envies, mais aussi, il ne faut pas hésiter à le faire, à exprimer aussi ce que vous ne voulez pas, donc ce sur quoi vous souhaitez vous opposer. Il faut non seulement avoir une approche, je dirais, positive, dire ce que vous souhaitez, mais aussi mentionner ce que vous ne souhaitez pas. Tout ça sera traduit dans la copie qui sera rendue par la mairie du 15e au service de la ville de Paris, si vous le remplissez en formulaire papier. Et puis si vous le remplissez directement sur id.paris.fr, tout ça est traité par un prestataire qui accompagne la ville de Paris dans le traitement des remontées d'informations, et ensuite fera l'objet d'une synthèse sur le plan d'aménagement et de développement durable qui sera mise en ligne à disposition de tout un chacun. Vous avez aussi la possibilité, si on regarde à la diapositive suivante, de participer à des séminaires qui sont là pour vous donner une formation sur certaines thématiques liées au plan local d'urbanisme, avec, dans les semaines qui viennent, 2 séminaires en particulier. Le séminaire Ville inclusive, productive et solidaire. Donc vous pouvez vous inscrire à des réunions, des ateliers grand public qui sont à la fois en présentiel et en distanciel, donc pour permettre de s'adapter à l'agenda de chacun. Et vous aurez donc le second séminaire qui est pour l'instant prévu, qui concerne la ville, les identités urbaines, plus généralement. Là-dessus, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez aller directement sur le site de la ville de Paris. Vous vous inscrivez, les services de la ville reviennent vers vous avec la confirmation d'inscription et tous les détails concernant. Donc voilà, on vous encourage vraiment à participer, que ce soit sur le site id.paris.fr ou via notre questionnaire. Encore une fois, c'est assez précieux pour la ville et pour les mairies d'arrondissement. Ça permet de vraiment comprendre quelles sont vos attentes en matière
d'urbanisme pour le prochain PLU. Et c'est, je dirais, un moyen assez facile d'accès à ce stade, peut-être par rapport à ce qui s'était fait lors de la première phase de concertation. Donc n'hésitez pas à vous en saisir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la révision du PLU, donc cette deuxième phase, plan d'aménagement et de développement durable. Alors, je crois que vous vouliez aussi un petit point sur le budget participatif, Madame la Présidente. Alors, donc c'est vrai que le budget participatif, à ce stade, il n'y a pas énormément d'informations à vous communiquer, puisque nous sommes encore dans la phase pendant laquelle les services techniques évaluent la faisabilité des projets, avec notamment la mise en place d'ateliers de regroupement pour un certain nombre de projets qui sont similaires dans leur thématique ou leur périmètre géographique. Hier et avant-hier, j'organisais d'ailleurs des ateliers de regroupement en mairie d'arrondissement. Donc c'est vrai qu'à ce stade, on ne connaît pas encore les projets qui seront retenus et soumis au vote des habitants au mois de septembre. La liste définitive, elle sera arrêtée dans le courant du mois de juin, puisque c'est début juin que se réunira la réunion de validation avec les services techniques des différents projets qui seront à soumettre au vote, avec une particularité cette année, c'est qu'il y aura un maximum de 26 projets qui seront soumis au vote des habitants. Je peux déjà vous dire que dans le 15e arrondissement, on aura 26 projets, puisqu'on a énormément de projets, donc on atteindra ce seuil. Peut-être juste un mot pour vous dire qu'au niveau global, on enregistre à l'échelle de Paris un léger recul du nombre de projets déposés, puisqu'il y a à peu près 25% de projets en moins déposés par rapport à l'année dernière, donc pour plusieurs raisons, et notamment en partie encore l'impact de la crise sanitaire, mais aussi quelques problématiques inhérentes au budget participatif et sur lesquelles nous avons alerté la ville. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le budget participatif. Encore une fois, il faut attendre un petit peu pour avoir des éléments plus précis sur ce qui vous sera proposé au vote à la rentrée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez mentionné le fait que cet échange, il y a un échange préalable avait eu lieu sur le PLU au mois de novembre. Ouais. Je vous avais posé une question sur l'articulation entre avec justement le PLU, exactement, oui. Et notamment la politique du 15e, pour recontextualiser pour les gens qui n'étaient pas présents au mois de novembre. En fait, on a la loi climat a été votée en fin d'année dernière et encourage l'isolation des bâtiments par l'extérieur pour faire justement des économies d'énergie dans le cadre de la politique de lutte en faveur du climat en tout cas. L'idée, c'est qu'en fait, quand on s'interroge sur la réalisation et la mise en œuvre effective de cette réglementation, on est heurté à une espèce de hiatus entre d'un côté le texte qui promeut cette isolation par l'extérieur et ensuite le plan d'urbanisme. Voilà. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez eu des éléments complémentaires pour avancer sur ces sujets-là. Alors, à ce stade, la seule réponse que j'ai réussi à obtenir du conseiller urbanisme d'Emmanuel Grégoire qui s'occupe du PLU, c'est que le plan climat édicte un certain nombre de règles qui vont contraindre le PLU parisien. C'est la seule réponse que j'ai eue à ce stade, et j'essaye d'avoir une réponse un peu plus précise, un peu plus technique, mais pour l'instant c'est le seul retour que j'ai réussi à avoir. Donc c'est assez... Monsieur, je crois que... Voilà. Non, madame, je crois que madame veut répondre. D'accord. Donc c'est pour le moment un retour assez général et sur lequel il faut évidemment avoir une réponse un peu plus précise, et j'ai relancé il y a quelques semaines maintenant pour avoir une réponse un peu plus technique. Ok, est-ce que vous auriez des conseils? Parce qu'en fait, c'est des sujets qui vont arriver très bientôt parce que les AG commencent à s'organiser. On voit rue du commerce, il y a pas mal d'échafaudages là qui sont en train d'apparaître. Comment est-ce qu'on peut porter ces sujets-là? Est-ce qu'on a des textes de référence, notamment en AG, pour peut-être retarder
retarder la prise de décision en attente de cette fameuse articulation. Est-ce que vous avez des conseils là-dessus ? Alors sur ce plan très technique, j'avoue de ne pas pouvoir vous répondre. Je suis désolé, c'est un point assez précis de droit. Je ne peux pas vous répondre. Ce qu'on peut éventuellement faire, j'ai vos coordonnées. Donc, oui, je peux vous les redonner si vous le souhaitez. Je les ai juste ici. Donc on peut éventuellement, ce qu'on peut essayer de faire, c'est monter un rendez-vous ensemble. Parfait. Notamment avec des services techniques qui auront les éléments plus précis pour vous répondre si vous êtes disponible dans les semaines qui viennent. Parfait, on peut voir ça à l'issue de la réunion. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, bonsoir. Je voulais faire une remarque un peu générale sur votre présentation, notamment sur la première partie PLU. Vous nous dites que nous sommes en phase 2 et vous nous demandez donc d'intervenir et de contribuer, ce qui est très louable. Simplement, je regrette ici, comme dans beaucoup de conseils de quartier, c'est qu'on n'a jamais de retour. La concertation de la phase 1 à laquelle on a beaucoup participé les uns et les autres, on est allé sur Internet, sur des projets, donner des avis, etc. On a l'impression que c'est un alibi, que ça tombe dans un puits sans fond et qu'on n'a jamais de réponse. Donc la remarque que je voulais faire, c'est quand est-ce que sur cette phase 2, à partir du moment où on contribue, vous nous ferez un retour, à quelle échelle, la ville, l'arrondissement, le quartier, mais surtout qu'on ait des retours. On n'en a jamais, aucun. Ce qui est quand même dommage dans une démocratie. Alors, quand vous faites un retour au service, quand vous participez par exemple sur le site id.paris.fr, vos contributions elles sont traitées par les services et par le prestataire de la ville qui fait une synthèse globale de l'ensemble des contributions qui, elle, est mise en ligne et disponible aux yeux de tous. Les services ne font pas, c'est vrai, de retour individuel à chaque contribution, puisqu'il y a trop de contributions pour que les services fassent un retour individualisé. Voilà, ça s'explique par le volume de contributions au global. Donc voilà, en réalité, le vrai document de retour, c'est la synthèse qui est produite à chaque fois, quelques mois après la clôture de la période de consultation sur chaque phase, dans lequel vous pouvez retrouver une analyse qui est faite par ce prestataire et par les services, où vous pouvez voir quelles ont été les thématiques qui sont revenues le plus souvent, une synthèse des grands items qui sont proposés par les habitants. Mais c'est sûr qu'en l'état des capacités, il n'y a pas de retour individualisé qui est fait à chaque contribution, puisque les services n'ont pas les moyens de mobiliser suffisamment de personnes pour faire ce genre de retour individualisé. Voilà. Un droit de suite, ce n'est pas un retour individualisé que l'on demande, c'est un retour à une échelle que vous jugerez pertinente du quartier, de l'arrondissement, mais un retour par thème et par grande masse sur les tendances des propositions des uns et des autres. Ce n'est pas un retour individualisé qu'on vous demande. Le retour sur les grandes tendances, il est présent dans la synthèse des contributions qui est disponible en ligne. Vous avez par exemple le document de la synthèse sur le diagnostic du PLU qui est mis en ligne depuis le mois d'octobre 2021. Et donc là, vous aurez là aussi une synthèse de la participation des habitants sur le plan d'aménagement et de développement durable et ses différents objectifs. On vous présentera par exemple quels sont les objectifs qui sont revenus en priorité au global sur le nombre de participants, quelles ont été les principales remarques par arrondissement et au niveau de la ville de Paris. Donc c'est ce document-là qui fait foi en fait de retour comme vous le demandez, comme vous l'évoquez. Mais dans la synthèse, vous avez aussi un retour par arrondissement. Mais maintenant oui, alors la ville de Paris fait, dans la mesure où quand vous répondez à la contribution, vous ayez,
La ville n'a pas une synthèse par conseil de quartier, effectivement. Puisque la ville n'a pas décidé de mettre en place la concertation à l'échelle du conseil de quartier comme périmètre géographique localisé. Donc elle a fait ça au niveau de la ville au global et des arrondissements. Suggestion, présentez-nous dans le cadre du conseil de quartier la synthèse par arrondissement du 15e. Merci. Mais très bien. Quand la synthèse sera disponible, je pense que Madame Baume me réinvitera et que je ferai cette présentation avec plaisir. Je crois que Madame, vous aviez une question. Oui, la loi climat oui. préconise une isolation par l'extérieur des bâtiments. Jusqu'à quel point on peut y aller pour conserver le patrimoine avec de nombreux immeubles anciens peu isolés, mais qui ont de superbes, plus ou moins superbes façades. C'est la même question que Madame, donc c'est un point assez juridique, assez technique. Si vous voulez me laisser vos coordonnées à la fin de la réunion, on pourra monter le rendez-vous avec Madame et avec des services techniques qui pourront apporter une réponse précise sur ce point. Oui, Monsieur Louineau, bonjour. Philippe Stelland, ancien président du conseil de quartier. On se connaît bien. Déjà, je ne vais pas vous embêter avec le budget participatif. Tout le monde sait ce que je pense du budget participatif. Je regrette simplement qu'il y ait eu nettement moins de projets déposés, et en particulier, a priori, aucun déposé par notre conseil de quartier, ce que je regrette un petit peu. Je voudrais vous parler du PLU, effectivement. Est-ce qu'il y a une réelle volonté d'amélioration des choses suite à cette concertation? Je prendrai juste un exemple. Vous avez parlé du métropolitain. Il y a un gros problème d'accessibilité aux personnes handicapées. Et c'est une loi qui oblige à faire un accès réservé pour les personnes handicapées. On a parlé tout à l'heure du bâtiment au 7-9 rue des Frères Morane. La station de métro qui est juste à côté, qui est Félix Faure, ne possède aucun escalator, aucun accès handicapé. Donc, est-ce que c'est une réelle volonté de la ville de faire des améliorations, ou c'est une enquête de plus? Merci. Écoutez, merci. Encore une fois, la volonté de la ville, c'est encore une fois de... là, on est à l'étape des grandes orientations politiques, c'est de récolter quels sont les besoins. Ça, c'est typiquement le genre de remarques qu'il faut faire remonter en observation sur l'item le plus approprié du PADD. En l'occurrence, ce sera sans doute l'item numéro 4. Pour que, justement, un maximum de ce genre de retour puisse remonter au service de la ville, mais aussi que les élus au Conseil de Paris puissent se saisir de ces retours-là qui seront retranscrits notamment dans la synthèse, et que ce soit opposable à la ville dans ses futures décisions en matière d'urbanisme. Alors, c'est déjà opposable à la ville parce que bien sûr, mais ça fait des années qu'on réclame l'accessibilité, donc de la RATP qui refuse de le faire. Ça leur coûterait trop cher. On a fait l'accessibilité avec les bus. Je suis désolé, dans une ville moderne comme Paris, avec les Jeux Olympiques qui vont arriver, avec tout ce qui va arriver, c'est un problème. C'est un des problèmes. Et la ville ne fait rien au niveau de la RATP pour ce genre de choses. Maintenant, j'ai bien compris que ça tout allait être en discussion maintenant. Je me permets d'interrompre parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe, à ce sujet. Et je pensais qu'on pouvait justement espérer qu'il y ait un programme. On ne va pas demander toutes les stations de métro en même temps. Mais si on pense par exemple aux escaliers de la République, à titre personnel, je suis asthmatique, je ne sors pas à la République. C'est impossible. Donc on pourrait demander un plan, pas du tout toutes les stations en même temps, mais on pourrait demander que de temps en temps, on puisse penser aux handicapés. Même si ça ne se voit pas particulièrement, j'en rencontre beaucoup dans le métro quand je le prends. Et il y a des pays où les autobus sont bien plus adaptés que les nôtres. Je pense à la Suède, où les autobus se penchent. Il y a
éléments qui sortent, et les gens qui sont en canne ou avec double canne peuvent utiliser les transports en commun bien plus qu'ici. Question bus, les bus sont équipés de rampes qui montent et qui descendent pour les fauteuils roulants et les personnes à mobilité réduite. Une question au fond, s'il vous plaît. Oui, dans le même ordre d'idées, pour rejoindre un petit peu, on peut demander aussi l'accessibilité des commerçants. Et puisqu'on est dans le conseil de quartier commerce, on peut dire que la rue du commerce, par exemple, il y a plus de 70% des commerçants qui n'ont pas un accès direct, alors que beaucoup pourraient le faire. Et les nouvelles boutiques, quand on leur dit pourquoi vous ne faites rien, ils nous disent « Oh, ben écoutez, on ne nous l'a pas demandé, c'est bien comme ça. J'ai une petite rampe derrière, donc s'il y a quelque chose, s'il y a un fauteuil roulant qui vient, qui se présente, ou je sors et je l'aide et tout. » Sauf qu'un fauteuil électrique, vous ne pouvez pas le lever. Hein. C'est plus de 100 kilos, c'est pas possible de le lever. Hein. Donc, ma question, c'était de savoir, est-ce qu'on peut mettre ce genre de choses dans justement le PLU, en disant qu'on pourrait peut-être faire quelque chose pour les commerçants, surtout quand des nouvelles boutiques ouvrent. On a eu l'exemple du comptoir des cotonniers rue du Commerce, où là, c'est un scandale, parce qu'il y avait André avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une possibilité, une entrée qui était bien en retrait, et ils avaient franchement la place de faire une pente. Et ils ont préféré aligner leurs vitrines pour mettre plus de marchandises, évidemment. Mais disons qu'ils auraient pu le faire, parce que la boutique Koukaï l'a fait, et c'était la même configuration avec une cave en dessous. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le PLU, imposer, chaque fois qu'il y a un nouveau magasin qui ouvre, leur demander s'ils ne peuvent pas privilégier l'accès direct? Parce que ce n'est pas du tout la même chose pour une personne de rentrer directement, comme vous et moi, dans une boutique, que de sonner, de déranger 3 personnes, de faire le show dans la rue, et pareil pour ressortir. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a des petites choses qu'on pourrait faire. Il y a des rampes de seuil que l'on peut mettre. Il y a des choses qui sont amovibles. Franchement, si tout le monde faisait un effort, est-ce que le PLU, ça ne pourrait pas être justement un moyen de sensibiliser les gens en disant, franchement, ce n'est pas forcément des aménagements très coûteux que l'on fait. Hein. Ça peut être des petites choses. Arrondir, par exemple, le nez d'une marche. Ça peut être le ressaut. Ça peut être... C'est des choses toutes bêtes auxquels on ne pense pas, mais qui évitent que les fauteuils roulants se sentent encore un peu plus exclus. Voilà. Donc, est-ce que ça rentre dans le PLU, ça? Alors, en tout cas, c'est typiquement le genre d'observation que vous pouvez faire à ce stade, encore une fois, sur les grandes orientations. Plus il y a effectivement de remarques en ce sens sur ce genre de thématique, plus ce sera visible aux yeux de la ville, et plus ça a de chances d'être compris comme une priorité. Après, très concrètement, dans le PLU, comment est-ce que ça va se traduire au niveau du règlement? Ça, c'est quelque chose qui ensuite sera vu dans la dernière phase, qui entrera dans les considérations les plus techniques. Et là aussi, à ce moment-là, il y aura d'autres moyens de venir s'exprimer, discuter un petit peu avec les services techniques pour voir comment est-ce que ça peut se traduire dans un plan local d'urbanisme de manière cohérente avec ce document. Vous avez d'autres questions? Donc on va passer au pardon. Non, alors, sur ce point, je pense que la remarque de Madame est importante parce qu'on pourrait peut-être lier ces besoins à l'enjeu sociétal de l'adaptation de la société et des villes au vieillissement et à l'accompagnement des personnes potentiellement en perte d'autonomie, sachant que le 15e arrondissement est le plus grand de Paris et que c'est l'arrondissement le plus âgé de la ville, selon les chiffres. Ça pourrait être intéressant aussi de porter et de montrer l'envie d'être exemplaire sur ces sujets. Et je peux le témoigner parce que j'ai vu il y a assez récemment une femme en chaise roulante, fauteuil roulant, qui était restée sur le trottoir, qui ne pouvait pas rentrer dans le magasin qui est en face de l'église. Et je sais que c'est ressenti très humiliant en fait pour la personne qui là ne peut pas être en pleine capacité d'autonomie en tout cas. Donc ça peut être très intéressant à porter si vous voulez ainsi souligner ce sujet-là. Oui, surtout que le fauteuil roulant, c'est pas automatiquement des handicapés ou des personnes âgées. À un moment de ta vie, on peut tous passer par le fauteuil roulant. Hein. Donc voilà, il ne faut pas stigmatiser trop. Mais ça peut être n'importe qui a un accident de la vie, qui à un moment donné dans la vie se trouve en fauteuil roulant. Hein. Donc c'est tout le monde. Oui. Potentiellement, tout le monde peut se trouver un jour en fauteuil roulant. Hein. Voilà.
Et puis l'enjeu aussi, c'est le maintien à domicile le plus longtemps. C'est le vœu premier des Françaises et des Français. Et c'est vrai qu'il y a certains quartiers où même les gares, moi je suis toujours hallucinée que la gare d'Austerlitz, depuis 25 ans que je le prends, il n'y ait pas une rampe pour les valises. La dernière fois, j'ai aidé une personne âgée qui ne pouvait pas porter ses valises. Et c'est souvent cette voie-là qui est prise pour venir dans le 15e avec la ligne 10. Donc oui, c'est des sujets importants. Tout à fait d'accord que c'est un sujet important. Nous, on a refait le local et effectivement, on a fait très attention à ça. On a déjà échangé à plusieurs reprises sur le sujet. Vous connaissez mon avis personnel. Après, effectivement, je regrette que les gens ne s'impliquent pas, que tous les commerçants ne s'impliquent pas. Alors, des fois, il y a des problèmes économiques. Des fois, peut-être que ça peut être pas trop cher, mais il faut, c'est ce qu'on se disait, des petits ajustements qui empiètent sur le trottoir. Est-ce que ça ne peut pas créer d'autres accidents derrière? Donc, il faudrait, oui, légiférer là-dessus et imposer peut-être plus les choses encore. Mais si, effectivement, lorsque les gens font des travaux et qu'ils n'ont pas d'obligation, si la mairie autorise, quand on demande des façades, s'ils n'imposent pas ça, c'est la mairie de Paris, là, on peut... voilà. S'ils ne veulent pas le faire, c'est difficile de faire quelque chose à notre niveau, en tout cas. Ça prend autant de place qu'un panneau publicitaire, on est bien d'accord. Hein. Quand vous voyez les panneaux publicitaires rue du Commerce, si vous avez une petite rampe qui peut être rabattable ou pas, ou qui peut être mise le matin et retirée le soir, c'est la même chose que le panneau publicitaire. Hein. Le panneau publicitaire, vous le mettez le matin, vous le retirez le soir. On peut imaginer qu'une rampe, c'est la même chose. Et ça évite aux fauteuils roulants d'appeler et de se faire remarquer. Voilà, c'est tout. Oui, non, mais j'ai pas d'opposition de principe. Au contraire, évidemment qu'il faut faciliter l'accès à tout le monde, mais... Et vous, en tant que président des commerçants, est-ce que vous pouvez justement insister lourdement à chaque fois qu'il y a une nouvelle ouverture? Il y a à peu près 10 boutiques là qui vont ouvrir du commerce. Hein, vous avez vu. Donc, est-ce que vous avez plus de poids que nous? Nous, on leur a dit, bien sûr, on leur a dit, mais pourquoi vous ne faites rien? Et à chaque fois, c'est la même réponse. Bon, bah, écoutez, non, on m'a rien demandé, c'est très bien comme ça, alors que c'est rien du tout, quelquefois. Il n'y a même pas 2-3 cm. Donc, ils arrondiraient, le fauteuil y passe. Vous voyez, donc c'est des petites choses qui sont énervantes quand même. Non, j'entends, mais enfin, je sais pas, quand on fait des travaux, on demande des autorisations de travaux en mairie. Donc, à la limite, ils devraient refuser peut-être l'autorisation tant que c'est pas aux normes. Mais ça, c'est pas de ma... Et quand vous dites mairie, vous dites mairie 15e ou mairie Paris? Non, là, c'est plus mairie de Paris, quoi. Ah, mairie de Paris, d'accord. Donc, il y a un bureau qui valide. Alors, pourquoi il valide sans? Ça, je peux pas vous donner la réponse. Il y a d'autres questions? Nous passons donc, Solène, je te laisse la parole. Solène, qui est dans notre bureau, a eu l'idée de lancer un concours de poésie pour des personnes âgées. Et nous avons le professeur de français du collège au collège lycée Sainte-Élisabeth. Et Solène s'est occupée du... Oui, alors excusez-moi. Bon, je disais que nous avons ici, nous recevons le professeur de français du collège et lycée Sainte-Élisabeth, et Solène, qui fait partie du bureau, a pensé à induire, disons, un concours national de poésie. Merci beaucoup. Et merci d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour, un sujet qui me tient à cœur. Alors, pour vous présenter le contexte rapidement, donc, je suis avocate depuis un certain nombre d'années, notamment en droit des affaires et pour les entreprises, mais aussi avec une... Non, si on peut commencer avec l'autre. Avec une certaine sensibilité pour les personnes vulnérables et du fait de l'âge, que ce soit l'enfance, le grand âge ou une situation de handicap ou une maladie. Donc c'était intéressant d'avoir l'Arche et le groupe Action Logement qui est très engagé dans l'accessibilité des logements pour les personnes en situation de fragilité. Et donc je suis assez engagée dans le secteur, ce qu'on appelle la silver economy, qui accompagne les personnes âgées ou les seniors sur différents champs, et également dans le secteur du handicap. Et donc, ce que je prône en tant qu'avocate, c'est le respect des droits, bien sûr, mais c'est aussi trouver des solutions pratiques et ludiques qui permettent de respecter les droits et qui permettent aussi d'améliorer la qualité de vie, la santé des personnes, et tout au long de la vie, quelle que soit leur situation.
Et comment m'est venue l'idée? Ensuite, j'ai eu, en 2021, ça va être le concours de poésie, voilà, avec l'affiche. Alors pour la poésie, j'écris un peu finalement depuis toujours, si je l'admets, et j'ai commencé à sortir quelques textes depuis très peu, mais en 2021, jour de la rentrée scolaire de ma fille qui est rentrée en 6e à Sainte-Élisabeth, j'ai rencontré Monsieur Direc, qui est le professeur principal et professeur de français et lettres et passionné de poésie, d'ailleurs auteur de plusieurs ouvrages et président d'une association de poésie dont il va vous parler tout à l'heure. Et tout de suite, on a reparlé de la poésie, ça m'a redonné envie d'en lire et d'en écrire. Et puis, au mois d'octobre, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Delphine Dupré-Lévesque au congrès aux Assises du vieillissement au Mans, où j'intervenais, elle aussi. Et elle est anthropologue de formation. Elle a également exercé au sein de la Haute Autorité de Santé et de l'ANESM. C'est elle qui a rédigé les bonnes pratiques pour l'accompagnement des personnes âgées. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité en plus. Elle connaît très bien tous ces sujets-là. Et elle a créé, si on peut revenir sur le numéro 4, présentation Stop à l'isolement, elle a créé le 20 mars 2020, le premier jour du confinement. À l'époque, elle était à la Haute Autorité de Santé et elle a eu l'idée, en fait, voyant le confinement arriver, de créer une association, en tout cas un site internet, même une page Facebook, tout simplement pour commencer, sur lesquelles seraient diffusées des vidéos quotidiennement sur différentes thématiques pour accompagner en fait les personnes qui sont isolées à domicile ou qui sont ou hébergées dans des établissements. En priorité évidemment les EHPAD, mais aussi les résidences autonomie, les résidences seniors, etc. Avec le parrainage de Michel Drucker, qui a dit oui tout de suite, et le marrainage de Sophie Darel, qui est une ancienne présentatrice télé et qui a écrit aussi un livre sur le vieillissement. Et peu à peu, en fait, la page Facebook a gagné vraiment en visibilité, en intérêt. Il y a eu, je ne sais pas, des milliers de vidéos qui ont été faites sur différentes thématiques. Ça peut être, par exemple, moi je l'avais rencontré sur une vidéo sur le jardin d'un EHPAD, et il se trouvait que c'était l'EHPAD dans lequel était ma grand-mère en Dordogne, donc ça m'avait touchée. Et j'avais pris contact comme ça avec l'association. Et puis il y a aussi des artistes comme Didier Barbelivien qui a publié des vidéos, ou des cuisiniers, etc. Alors je passe un petit peu vite, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait chaque jour, je vous le dis parce que ça peut intéresser si vous avez dans votre entourage des personnes qui soit sont en établissement ou qui sont chez elles. Le but, c'est qu'il y ait un lien intergénérationnel, interactif avec des personnes qui ont accès à ces pages-là et puis qui visionnent avec la personne âgée ou en situation de handicap ces vidéos. Et en fait, ça crée un lien sympa, ça fait évader, ça crée des souvenirs, ça permet à la personne d'avoir un petit moment joyeux et sympa. Et ça a aussi en fait un impact sur la santé et la qualité de vie. D'ailleurs, le site est recommandé par 2 des plus grands gériatres en France qui ont fait récemment une vidéo pour dire l'intérêt de ce site. Donc c'est vraiment très impactant. Et voilà, donc il y a des chansons, la santé et la prévention bien sûr, la cuisine avec Mamie Lulu. Alors Mamie Lulu, ça peut faire rigoler, mais n'empêche que Mamie Lulu, c'est une cuisinière du fin fond de la Dordogne qui fait à chaque fois au moins 80 000 vues à chaque fois qu'elle publie une vidéo. C'est un peu la Maïté en ce moment. Et alors ça cartonne ces vidéos. Et puis ensuite, il y a des vidéos qui valorisent des formes d'expression. Et il y a déjà eu des initiatives avec le concours de peinture, par exemple, des concours d'écriture, des concours de biographie de résidents et résidentes d'EHPAD, ou d'autres artistes comme Ziz, que je ne connaissais pas, mais qui apparemment est connu, qui passe à la télé, etc. Et il y a le jeudi culture aussi, de l'humour. Et le jardin, là, ça c'est très joli aussi, toutes ces petites vidéos qui font voyager, où c'est des capsules au bord de la mer, sur les montagnes, à des endroits où les personnes potentiellement n'iront plus jamais, mais c'est très, très agréable à regarder, très bien filmé. Et le dimanche aussi, j'en profite pour le dire, mais j'ai suggéré l'idée, comme j'ai collaboré à un jeu intergénérationnel qui s'appelle 2 minutes ensemble, il y a 4 ans déjà, avec une thérapeute pour créer du lien. Et bien, l'idée a plu à Delphine qui maintenant diffuse tous les dimanches depuis le 1er janvier une vidéo en interviewant soit une personnalité
je crois que la ministre Brigitte Bourguignon va le faire, ou soit des personnalités du secteur de l'accompagnement du grand âge, autour de questions de petites cartes. Ça peut être raconter un souvenir, raconter un endroit où on se sent bien, etc. Et donc ça, maintenant, c'est devenu un petit rendez-vous du dimanche assez sympa. Mais le but d'aujourd'hui, c'est le concours de poésie. Et donc, voilà, avec toutes ces rencontres et ces réflexions, et puis ces idées, je me suis dit, tiens, si on créait un concours de poésie pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Et l'idée a plu à Delphine, qui m'a dit, écoute, je connais vachement bien tout ce qui existe sur le secteur. Il y a plein d'initiatives qui existent, où parfois il y a des initiatives ponctuelles qui existent dans les établissements déjà, mais il n'y a rien au niveau national. Et en fait, d'un coup de cuillère à peau, elle en a fait un concours national validé et soutenu par le ministère de la Santé chargé de l'autonomie. Donc, alors si on peut passer au numéro 2, le compte rendu, voilà. Donc de manière assez incroyable, elle a mobilisé beaucoup de personnes qui ont validé. On a trouvé une entreprise qui parraine l'association, qui donne un petit peu d'argent, qui s'appelle Filien. C'est une entreprise de téléassistance qui est très impliquée et qui a une grande vigilance sur l'éthique, puisque les personnes écoutent souvent et même... Parfois, les personnes âgées peuvent appeler les salariés ou les bénévoles de l'association pour avoir un petit moment de partage. Et donc, c'est comme ça qu'en quelques semaines est né ce concours, qui est donc à destination de 2 types de personnes. Ce sont donc les personnes qui sont soit accompagnées par des services à domicile, donc ce qu'on appelle les SIAD, les SAD, la téléassistance, etc., ou qui vivent dans des établissements, résidence autonomie, résidence senior, etc. Donc pour l'instant, on a sélectionné cette catégorie de personnes. C'est un concours intergénérationnel qui est donc organisé avec le soutien de l'école Sainte-Élisabeth, qui a dit oui tout de suite. Donc merci encore, monsieur le professeur, vous allez pouvoir nous expliquer. Qu'est-ce qu'il y a donc, votre association Le Verbe Poémé, et puis l'EHPAD des Chemins d'Espérance, qui est rue de Grenelle, juste derrière. Alors ça, c'est un peu le hasard. C'est Delphine qui m'a dit, mais je connais un EHPAD qui aime bien mener des expérimentations. Ils avaient déjà fait je ne sais plus quelle expérimentation, et elle me dit, il est dans le 15e, rue de Grenelle. Alors je dis, c'est quand même parfait, c'est notre quartier en plus, pile poil, donc, entre le collège et l'EHPAD. Donc grâce à eux, on va pouvoir... faire des poèmes intergénérationnels avec les élèves de l'école, et puis organiser des réunions au sein de l'EHPAD. Il y a également les éditions Ramsay qui soutiennent le projet, qui vont permettre de publier un livre avec un recueil des peut-être 60 meilleurs textes, où on verra par catégorie, et ça sera remis ensuite au ministère de la Santé. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il y a plusieurs catégories. Donc, pour le détail, eh bien, c'est Monsieur Direct qui se charge de collecter les textes qui peuvent être envoyés sur une adresse mail qui a été créée pour essayer de respecter le RGPD. C'est une adresse qui s'autodétruira dans un an ou à la fin du concours, donc on ne garde aucune coordonnée privée et personnelle des personnes qui vont envoyer leurs informations. Ensuite, on a encadré quand même le texte, donc grâce à Monsieur Direct, on a mis plusieurs catégories. Alors, vous allez vous parler, je vous laisse la main là-dessus. Notamment des haïkus. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi dans les rencontres, c'est que j'avais rue de Montroger, en fait, des thérapeutes qui organisent une fois par mois des rencontres de la soirée lecture. Elle m'avait invitée, et c'était une soirée lecture autour du Japon, et j'ai découvert des haïkus. J'ai même rédigé mon premier haïku sur une paire de chaussettes. Alors vous voyez, pas besoin d'être un grand poète ou une grande poétesse, mais on s'est beaucoup amusé, et c'était très sympa comme expérience, et je pense que ça m'a aussi un petit peu inspirée. Donc voilà, là on voit en photo notre ami Michel, formidable, et Delphine Dupré-Lévesque et Sophie Darel. Voilà. Voilà. Et puis là, peut-être on peut regarder le règlement du concours pour finir. Après, je passe la parole. Voilà, donc il y aura plusieurs catégories. Et puis voilà, après, je serai à votre disposition pour d'autres questions si j'ai oublié des précisions. Merci.
Donc, au Verbe Poémé, nous avons, moi je m'occupe d'une association de poésie depuis 1991, le Verbe Poémé. Et puis à la fin des années 90, j'ai été embauché comme professeur de français au collège-lycée Sainte-Élisabeth, après le CAFEP. Et disons que mon goût pour la poésie a été un des éléments de recrutement à l'époque par Madame Descombes et Monsieur Christman. Et donc j'ai fait préciser le thème pour le concours, pour que ce soit quelque chose qui soit attrayant pour des personnes âgées, qui, au lieu simplement que ce soit le temps passé, on a fait préciser prendre le temps. Donc c'est le thème qui est proposé, ce qui permet de montrer qu'on peut goûter ce temps d'une certaine manière à tout âge. Et en entendant Solène Bruguère présenter l'intérêt de Stop à l'isolement, l'association dont elle vous a parlé, donc dont s'occupe Delphine, qui est anthropologue, c'est ça, je crois, anthropologue. Ce qui me marque et ce que je comprends par rapport à l'intérêt de cette association Stop à l'isolement, c'est que, en fait, quand les personnes, évidemment, vont dans... je vais appeler ça une maison de retraite, de façon traditionnelle, eh bien, elles savent que finalement, elles ne vont pas en sortir. Vous voyez, et ce stop à l'isolement, avec ce contact, eh bien, ça permet justement quand même d'en sortir. Ça fait un lien avec des personnes qui ne sont pas seulement dans la maison de retraite. On voit des personnes d'autres endroits, par exemple d'autres maisons de retraite, ou alors des familles, des gens qui sont chez eux, etc. Donc c'est je crois, un très très bon moyen pour sortir aussi de cet isolement psychologique, de se dire qu'on ne va pas sortir d'un lieu. Et donc, en fait, je viens de comprendre pourquoi c'est super, parce que dans la tête des gens, alors le mot évasion, effectivement, correspond, mais c'est pas seulement de l'évasion, comme on dirait, du divertissement. C'est vraiment quelque chose de nécessaire, de se dire qu'on peut aussi être à l'extérieur ou aller à l'extérieur, et que même si c'est par un moyen numérique, finalement, c'est quand même une possibilité qui est offerte avec cette association. Et si vous allez effectivement sur c'est une page Facebook, hein, c'est ça, oui. Eh bien, vous pourrez voir justement que dans toutes ces vidéos, ça crée du lien, et puis ça crée des possibilités de différents lieux pour les personnes. Ça, c'est remarquable. Alors, ça fait partie aussi finalement des beaux visages que peut revêtir ce qu'on appelle tout ce qui est réseau social, aux réseaux sociaux, si on est au pluriel, parce qu'on le critique souvent, les réseaux sociaux, mais quand c'est un usage de cette sorte, on peut tirer un coup de chapeau. Alors, on peut regretter que des réseaux sociaux européens, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, peut-être qu'il pourrait y en avoir un qui soit vraiment avec des réseaux sociaux pour de l'entraide, notamment de cette solidarité avec les personnes âgées, puis de ce lien intergénérationnel. Ça, c'est vraiment très très beau. Effectivement, il y a aussi le lien intergénérationnel. Alors, au minimum, avec ma classe de 6e, enfin une de mes classes de 6e, celle où il y a la fille de Solène, enfin la fille, oui, de Madame Bruguère, eh bien, il y aura nos élèves, ils seront jurés de ce concours, notamment pour les haïkus et tanka, donc les formes japonaises brèves qui sont en vogue depuis quelques années. Et voilà. Alors, comme je m'occupe de recevoir les textes, pour l'instant, j'ai pas tellement reçu de haïkus et tanka. Peut-être parce que les gens dans les maisons de retraite ne sont pas forcément habitués de ces genres-là, enfin de ces genres de poétiques. C'est plus maintenant dans les manuels ou à la télé qu'on entend parler de ça. Les poèmes qui ont été reçus ont été faits en une sorte d'atelier d'écriture avec des animateurs de maisons de retraite, donc des poèmes collectifs, et puis quelques poèmes individuels de forme, on va dire, assez classique, et avec de la réalité qui est vécue par ces personnes. Et donc ça va être en même temps, je pense au livre qui va en être, un beau témoignage de choses vécues par les gens, et puis de ce signe de solidarité vraiment nécessaire, et qui peut passer par l'écriture, et puis donc, dans un second temps par la lecture. Et le lien intergénérationnel, ça va être le fait qu'il y a
justement de nos jurés qui sont jeunes, et puis peut-être aussi de l'écriture de poèmes, peut-être de nos jeunes, en direction de ces personnes âgées. D'ailleurs, dans notre école, la responsable de la pastorale, il y a 2 ans, elle nous avait proposé de participer, d'écrire des textes pour des personnes dans une maison de retraite. C'était, je crois, un sourire, une lettre, un sourire. C'était déjà une très belle démarche intergénérationnelle. Et donc j'étais fin prêt cette année à participer à l'aventure de ce grand concours de poésie. Et puis, alors je voulais vous présenter, donc là c'est l'affiche. Thème prendre le temps, concours de poésie. Pour tout, alors donc les 2 catégories, donc un établissement ou accompagné, pour les personnes âgées et puis pour les personnes en situation de handicap également. Et donc ça aussi c'est important parce que on a parlé tout à l'heure des logements pour les personnes en situation de handicap et disons que ça crée aussi du lien par rapport à l'intégration par la culture, par la lecture, par les lettres, mais c'est aussi finalement de l'expression, bien sûr. Voilà. Alors, tout à l'heure, Madame Bougère vous a dit qu'elle a écrit son poème sur les chaussettes. Alors, on voit bien que là, il y a de l'expression qui est en jeu, vous voyez. Après, que ça atteigne la littérature, ça a peut-être un autre enjeu, mais qui sait, c'est possible, c'est peut-être la première étape. Il ne faut pas oublier que lecture et écriture, en dehors de simplement quelque chose qui soit universitaire ou qui soit simplement scolaire, c'est une des formes d'expression dont on a besoin encore aujourd'hui et que c'est vraiment très très important. Alors donc le verbe poémer, alors le petit fléchage, donc c'est une association donc, que je vous ai dit créée une année palindrome en 1991, donc d'écriture, de lecture. Là on a un club de joyeux poètes à l'Haye-les-Roses, voilà, donc c'était une journée de présentation, un logo qui est formé par un bonhomme livre qui a été créé par François Direct, mon papa, qui était comédien et qui avait une sacrée plume pour dessiner. Voilà, donc c'est le bonhomme livre ici. Voilà, on avait fait un spectacle dès les années 90. On a participé au Printemps des Poètes et au Café Philo. Ici, vous voyez un étrange monument avec un arbre aussi au milieu. Moi, c'était une affiche pour la présentation du Bateauville, une maquette géante de 3,50 m qu'on a offerte à la ville de l'Haye-les-Roses et sur laquelle il y a une enquête. Qui a créé le Bateauville? Donc voilà, pourquoi pas des Parisiens pour mener l'enquête, d'autant que ce bateau, en fait, était d'abord à Paris, dans le fameux café de la gare, donc derrière Beaubourg. Voilà. Et après, il s'est retrouvé en banlieue. Et ne pas oublier que la banlieue, finalement, c'est Paris. Voilà. Bah oui, le Grand Paris. Voilà. Alors, des chapeaux-poèmes, des éléments, voilà. Donc, on fait pas mal de livres. Et par exemple, là, vous voyez des jeunes collégiens de Paris qui ont traversé la fameuse frontière du périph' et qui sont allés jusqu'au Moulin de la Bièvre et pour recevoir des prix de poésie. Pardon. Voilà. Ah, c'est tout seul? Voilà, d'accord. Donc, on a participé également notamment au Printemps des Poètes. Alors, il y a un livre qui est ici, là, le premier à gauche, là. C'est 20 ans d'animation du Printemps des Poètes au Collège Sainte-Élisabeth. Et donc là, c'était les années paires. Et cette année, le thème du Printemps des Poètes, c'est l'éphémère. On a complété avec l'éternel, comme ça fait tout le monde peut être content. Et il va y avoir un deuxième tome, donc plus de 20 ans d'animation poétique dans un collège de Paris, près du pont Mirabeau. On faudrait vérifier, mais normalement, on est à 600 mètres du pont Mirabeau. Donc un lieu inspirant, évidemment, qui relie aussi les 2 rives de Paris, 15e et 16e aussi. Et puis le territoire de Guillaume Apollinaire, avec celui de la peintre dont il était épris et qui faisait des superbes aquarelles. Je ne sais pas si vous avez deviné de qui il s'agit, et qui habitait le 15e arrondissement. Voilà. Et qui est, alors, dernier indice, dans une chanson du chanteur très très populaire des années 70 qui chantait les Champs-Élysées. Vous voyez, alors j'ai donné pas mal d'indices. Bon, je vais vous la chanter alors. Hein alors, voilà.
Et notre dernière anthologie, c'est celle-là. Et on aime bien justement le thème des jardins notamment. Alors peut-être parce qu'on est à l'Ailly-Rose et qu'il y a eu la première roseraie qui a été créée dans le monde occidental par un certain Jules Gravreau. C'est Jules Gravreau lui-même qui va créer avec l'architecte de Roseraie. Ils vont créer les jardins de Bagatelle donc à Paris. Donc il y a vraiment des liens comme ça entre Paris et banlieue. D'autant que Jules Gravreau, alors là c'est authentique, il a eu sa fortune, il était millionnaire à 48 ans à la retraite parce que en fait il avait travaillé à Paris avec les Boussicot. Et les Boussicot, c'est la station juste à côté de mon école. Et les Boussicot, ils n'avaient pas de famille. Et ils ont favorisé l'ascension sociale de Jules Gravreau, qui était un peu leur grand fiston. Et ils l'ont fait chef de rayon lingerie au Bon Marché, le premier grand magasin au monde. Il est devenu millionnaire et il a créé, pour sa passion des roses, la roseraie des roses, puis Bagatelle. Vous voyez à quoi ça mène le rayon lingerie du Bon Marché. Très bien, merci beaucoup. Il y a notamment des chaussettes d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous... Vive la poésie et merci. Alors je remercie aussi ce collège parce que je suis venu il y a quelques années corriger le brevet dans ce collège et je suis content de revenir. Très bien. Merci à vous. J'espère que vous avez mis des bonnes notes. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur le concours de poésie? Non. Très bien. Très bien. En tout cas, je vous remercie Solène pour votre intervention, monsieur aussi. Merci d'être venu ce soir. Je vais repasser le micro à la présidente pour clôturer cette réunion. Bon, bah, écoutez, vous pouvez aussi prendre des papiers, pardon. Vous pouvez prendre les documents en sortant sur les 9 points qui sont proposés pour donner votre avis sur le PLU. Ils sont, je pense, sur la table en sortant. Et surtout, n'hésitez pas à dire vraiment ce que vous pensez, parce que c'est peut-être la seule occasion qu'on en ait de donner notre avis pour de bon à la mairie de Paris. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même très important. Et d'autre part, donc, si vous avez eu vent même par exemple dans la rue du Commerce, si vous avez eu vent rue du Commerce d'immeubles qui doivent être abattus pour être créé autre chose, on peut peut-être imaginer justement que ce serait aussi bien de pouvoir garder et à partir de ce qui existe déjà, pouvoir faire autre chose et non pas abattre tout un panneau entre la rue du Commerce et la rue Letellier. Voilà. Donc peut-être vous renseigner de ce que vous voyez dans la rue, dans des futurs travaux à faire. Je sais pas, quelquefois c'est un peu trop tard, mais enfin on pourrait garder au quartier du 15e, en tout cas les commerces sont cachés. Voilà. Merci d'être venu et bonne fin. Oui. Prenez le micro s'il vous plaît. C'était questions diverses. Est-ce qu'il y a on peut poser des questions diverses? Voilà. C'était par rapport aux travaux rue du Commerce. Ça avait été annoncé pendant 5 semaines, les travaux. Après, ça a été annoncé du 21 février au 21 mars. Et en fait, en 15 jours, ça a été plié. Donc les voitures et les motos sont très, très contentes parce que ça ne concernait en fait que les voitures et les motos. Donc d'abord, première petite remarque, on voudrait la même velléité et le même soin quand les piétons demandent quelque chose pour le trottoir, par exemple. D'accord. Voilà. Et comme on a bien bichonné les motos et les on a surtout réparé la voirie, donc bichonner les voitures et les motos, je sais pas, mais on a surtout bon, en tout cas, ce qui était positif, c'est que ça devait durer 5 semaines. Finalement, c'était 3 semaines et finalement, c'était 15 jours. D'accord. Donc, du coup, on a eu moins de nuisances. Donc, c'était bien fait, ça. C'était pas pour les nuisances, hein, je disais ça. Je disais simplement, et il y avait marqué patience, on embellit votre quartier. Et je voyais pas trop le rapport entre faciliter la vitesse et le confort des automobilistes et des motos. Mais c'était simplement que la chaussée avait besoin d'être réhabilitée. Oui, mais la chaussée, c'est pas forcément les piétons. Donc, je disais. D'accord, mais il fallait la réhabiliter, vous êtes d'accord? D'accord. On n'allait quand même pas la laisser se détériorer encore plus. Tout à fait d'accord. Ça prouve le transit qu'il y a. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un axe de positif. transit. Oui. Donc maintenant, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, par exemple, pour les piétons et les cyclistes, simplement? Donc pour les piétons Les piétons et les cyclistes. Essayer. Oui. Pour les cyclistes, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Les cycles, bien justement, vous faites bien d'en parler parce qu'on parle des accroches vélo. Il n'y a toujours pas d'accroche vélo. Il y en a 4 malheureux qui se battent en tuelle rue Letellier et il n'y en a pas du tout. Et Madame Contat, la dernière fois, avait bien noté et on voit toujours rien. Alors elle a bien noté, donc ça peut-être que ça va être fait.
Peut-être, d'accord, Voilà. tout à fait. En tout cas, ça a été noté. Et pour l'élargissement un peu du cheminement des piétons sur les trottoirs, il y a surtout un endroit qui bloque, c'est au niveau du panier fraîcheur, le 45 rue du Commerce, où là, il y a vraiment un problème parce que vous avez la place de livraison et vous avez l'étalage. Et quand vous avez le client, c'est quand même fait pour ça, le fauteuil roulant ne peut pas passer. Donc, est-ce qu'on pourrait demander à ce commerçant que quand il a fini sa livraison, de récupérer la place pour les piétons, pour qu'on puisse passer? De récupérer la place de livraison pour les piétons? Exactement. Il fait ses livraisons, ça c'est vrai, il le fait vraiment. Mais une fois qu'il part, est-ce qu'on pourrait récupérer, est-ce que justement M. Éric Zanea pourrait lui en parler, voir de récupérer une place de livraison pour que ça passe? Pour que les piétons c'est pas que puissent... sa livraison d'ailleurs, c'est la voirie là, c'est pas lui. Ben, si, parce qu'il met des petits cônes, vous savez, des espèces de petites cônes là, comme ça, quand il fait sa livraison, effectivement, mais son il y a camion beaucoup arrive. de boutiques à cet endroit-là aussi, donc il n'est pas propriétaire de l'espace de livraison, donc il n'y a pas que lui qui fait des livraisons et que des camionnettes qui s'arrêtent pour lui. Mais quand vous regardez de près, c'est énormément les voitures, franchement. C'est pas tellement des livraisons, c'est surtout des voitures. Et l'autre place qu'on pourrait peut-être récupérer pour les piétons, c'est au niveau de Gosselin. Gosselin ne fait jamais ses livraisons sur sa place sur le côté. Il le fait toujours sur le rue des Entrepreneurs, devant la petite chocolatière, comme le café Tour Eiffel. Les deux font rue des Entrepreneurs. Donc c'est un endroit où vraiment, ce qui est exigu, c'est très fréquenté. Il y a le stock à côté à faire, je crois, qui me fait toujours son portant. C'est très bien, on n'a rien contre. Gosselin met toujours sa charrette de mandarine ou tout ça. Ce qui fait qu'en fait, c'est toujours encombré. Donc là aussi, est-ce que cette place-là, on ne pourrait pas la récupérer pour les piétons, sachant qu'il y a une grande place de livraison juste en face, devant Audition, et qu'il y en a une un peu plus loin devant la pharmacie, où il y a 3 places, et une un peu plus loin encore. Donc il y a largement, ça fait à peu près 10 places. Donc, il y a 140 boutiques, donc ça peut faire 140 livraisons. Voilà, l'autre chose c'était ça. Et un autre point, pour toujours essayer d'élargir le trottoir, est-ce qu'on ne pourrait pas retirer les grilles des jardinières? Elles ont été retirées dans la première partie à partir de Maude-Piquet. Il y a à peu près 10, il y a 14 jardinières à peu près. Il y en a 10 qui ont été retirées, les grilles ont été retirées. Est-ce qu'on ne pourrait pas retirer les 4 autres qui vont être défoncées petit à petit par les voitures? Parce que l'air de rien, si vous les retirez, vous gagnez 20 cm. Et bien 20 cm, vous pouvez doubler quelqu'un. Très bien, on regardera ça. C'est des petites choses, mais l'air de rien, on fait ce qu'on peut pour gagner des centimètres. Voilà. Très bien. Merci. Moi, je voudrais juste répondre à propos des travaux. Les travaux, effectivement, ont été marqués pendant 5 semaines, tout en sachant qu'il était prévu qu'ils aillent quand même relativement vite pour éviter les nuisances. Donc ça a été fait. Les travaux ont été faits en 2 semaines et demie. Pourquoi il y a eu des travaux place du Commerce? Tout simplement parce que la chaussée était en train de s'écrouler sur le métro. Donc pourquoi ça a été refait? Uniquement pour des questions de sécurité, pas pour le plaisir des automobilistes, pour des questions de sécurité. Par contre, ce que je reproche, c'est qu'effectivement, l'information au niveau des commerçants n'ait pas été faite un peu mieux, on va dire, puisque c'est moi qui suis allé les avertir 2 jours avant que les travaux allaient être réalisés et qui ne pourraient pas, accéder. J'ai été averti. Après, j'aurais pu effectivement passer un mail là-dessus, mais bon, c'est des travaux, on ne pouvait rien faire, il fallait les faire. Donc, Et on a l'impression que le plateau est moins surélevé qu'avant. En tout cas, les voitures ne freinent pas. Avant, elles freinaient. Là, elles ne freinent plus du tout. Les motos, les voitures. C'est une question de voirie. Ça, on ne peut rien dire là-dessus. On ne peut rien dire, si on peut le faire remarquer que quand même, avant, les voitures freinaient un peu, là, elles ne freinent plus du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je me permettais de dire que les voitures et les motos sont très contentes. Donc voilà. Et justement, toujours dans le même esprit, pour couper un peu la vitesse et le nombre de voitures, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir objectivement et calmement à cette rue du Commerce et essayer, par exemple, de faire une proposition tête bêche? C'est-à-dire qu'on pourrait faire de la Maude-Piquet jusqu'à Frémicourt, et après, rue des Entrepreneurs jusqu'à Frémicourt. Vous voyez, que ce soit un petit peu tête bêche pour couper cet axe rectiligne qui incite à la vitesse, bien sûr. Et surtout les voitures qui s'engouffrent de Maude-Piquet directement jusqu'à rue des Entrepreneurs. Donc c'était simplement une piste de réflexion. Est-ce qu'on ne peut pas, ça se fait dans d'autres quartiers aussi, pour couper le côté rectiligne d'une rue comme ça? Donc voilà. Et comme ça a été fait aussi, rue des Nouettes, ça a été fait il n'y a pas longtemps. Enfin, quelquefois, on essaye, on peut essayer, puis ça marche ou ça marche pas. Et puis, C'était juste une réflexion. Voilà.
Alors, à propos de la rue du Commerce, il y a en ce moment une révision des travaux. Et en particulier, il va y avoir des travaux qui vont se faire assez importants rue de la Croix-Niver. La rue de la Croix-Niver devrait devenir sens unique, dans le sens porte de Paris jusqu'à Ballard. C'est ça Nord-Sud. Nord-Sud. Donc, à ce niveau-là, il faut un axe qui puisse contrebalancer la rue de la Croix-Niver. Et je pense que à part la rue du Commerce, il n'y a pas d'axe. Oui, la rue Frémicourt. La rue Frémicourt. Alors ça, on est sûr. Enfin, c'est une conversation qu'on a eue dans les autres conseils de quartier, puisqu'il y avait embellir votre quartier. Je ne sais pas si vous étiez là, si vous aviez contribué. Exactement. Donc du coup, j'imagine que vous avez fait toutes ces propositions. Bien hein. sûr, Et la rue Frémicourt n'est pas un axe nord-sud. S'il vous plaît. On va peut-être pas refaire la voirie du 15e ce soir, là, parce que ça va être un peu compliqué. En tout cas, j'ai bien noté tout ce que vous avez dit. On va peut-être avancer, surtout qu'on ne pourra pas vous répondre ce soir. Allez-y, madame, je vous écoute. Je tiens à mettre un petit peu de positif quand même dans tout ça, parce que je pense que votre rôle n'est pas facile et merci de le tenir. Voilà, je pense qu'on devrait écouter ces personnes, de mettre un petit peu de poésie et de sérénité dans nos échanges. Je tiens à dire que sur la partie... j'étais présente au précédent. Oui, je sais. Par rapport à les pavés, ça avait été un gros point de débat. Oui. Il y avait un enjeu de sécurité avec des pavés qui s'affaissaient. Oui. Du coup, je trouve que la révision de ces pavés, c'est plutôt quelque chose de positif parce qu'on l'avait acté au précédent conseil de quartier et quelques mois après, on constate que c'est fait. Donc, merci. Parce qu'il y avait monsieur Jean-Yves Pinet qui est chargé de la voirie adjoint maire du 15e. Donc, je trouve que c'est très bien parce qu'on voit l'avancement d'un conseil de quartier et un autre conseil de quartier. Ma remarque, elle est un petit peu dans ce sens-là. On parlait du plan piéton. Oui. Il y avait eu en effet des débats sur le sens de la rue de la Croix-Niver. Est-ce qu'on pourrait avoir un retour là-dessus, peut-être à l'ordre du jour du prochain conseil de quartier? Oui, de toute façon, il y aura une consultation des riverains. On en est juste au début de la rue de la Croix-Niver. Il est possible effectivement qu'il y ait un changement de sens de circulation. Pour l'instant, on a fait juste une marche exploratoire, mais évidemment, il y aura la consultation des riverains, des marches exploratoires, et évidemment, on le présentera en réunion publique. Et on avait un autre enjeu, c'était la végétalisation, et rue La Canale, il y avait deux... Voilà. Ouais, est-ce qu'on pourrait avoir un retour aussi Oui, vous l'aurez aussi. Parfait. Ne vous inquiétez Super. pas. Merci beaucoup. Pas de souci. D'ailleurs, on pourrait peut-être échanger nos coordonnées. Je vous donnerai mon mail si vous en avez besoin. Allez-y. Peut-être ce que se disait madame sur les projets aussi embellir ma ville. Il y a eu des projets qui ont été votés au nombre de 14, il me semble. Ouais. Et est-ce qu'on peut avoir un point aussi là-dessus sur l'état d'avancement Oui, on ne l'a pas présenté parce que pour l'instant, il n'y avait pas d'état d'avancement. C'est la raison pour laquelle on ne l'a pas fait à cette réunion publique, mais la prochaine, on le fera, évidemment. Très bien, pas d'autres questions? Autrement, madame parlait d'un brin de poésie. Je vous convie le vendredi 25 mars à 19h30 dans un commerce de la rue de Lourmel, une librairie, où il y a beaucoup d'animations et ça participe justement des animations de quartier. Il va y avoir une rencontre avec une écrivaine poète qui s'appelle Mona Azam, qui va présenter son nouveau livre Nomade. Et j'aurai l'honneur de lire les extraits de son livre. Et c'est donc une animation gratuite dans une librairie de la rue de Lourmel, au 118. Vous êtes conviés les uns et les autres. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous tous d'avoir été présents ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et un bon match pour ceux qui vont regarder le rugby.